marteau. Alors, je vous l'ai dit, nous recevons Guy de Lafortelle pour sa chronique financière. Alors, Guy de Lafortelle, hausse du pétrole ou baisse des taux, vous allez nous parler aujourd'hui des conséquences inattendues de la crise israélienne. Bonjour Guy de Lafortelle. Bonjour Clémence et bonjour à tous. Alors, ce second Kippour, comme on appelle déjà la crise israélienne en cours, est-il de nature à provoquer la même crise pétrolière, économique, financière que l'on prête souvent abusivement à la première guerre du Kippour de 1973, année fatidique, année du choc pétrolier, l'année où on s'est rendu compte que, le biberon de l'essence n'était pas infini, et qui nous a plongé dans un marasme dont on a mis un bon paquet d'années à se remettre. Et ça, c'était en 1973, avec une démographie, des taux de croissance et un endettement qui n'avait strictement rien à voir avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Du coup, la question, c'est est-ce qu'il faut qu'on s'attende à une espèce de choc pétrolier survitaminé aujourd'hui ? Rien n'est moins sûr. On voit fleurir immédiatement un peu partout des analyses très catastrophistes sur un krach à venir en cours, un choc pétrolier, un signe noir à la Nassim Taleb. Bien sûr, c'est pas impossible. Il faudrait peut-être revenir un peu et bien comprendre ce qui se passe en 1973 et les raisons profondes du choc pétrolier. Parce que la guerre du Kippour est un déclencheur, une mèche, ce n'est absolument pas la bombe. Qu'est-ce que la bombe ? Qu'est-ce qui provoque le choc pétrolier de 1973 ? Et même la page Wikipédia du choc pétrolier en français ne fait pas l'erreur. La raison du choc pétrolier de 1973, c'est la baisse de production de pétrole américaine. Les Américains ont connu leur pic pétrolier, leur pic de Hubbert, c'est quelque chose qui est très important. Il n'y a pas un pic pétrolier, c'est cette espèce de truc d'image d'Épinal qui est absolument stupide. Il y a tout un tas de pics pétroliers, il y en a plein, il y en a autant que vous avez de méthodes d'extraction et de zones d'extraction. À partir du moment où vous mettez à extraire du pétrole dans un endroit avec une méthode donnée, vous pouvez calculer assez facilement le moment où vous allez toucher à un pic et ce qu'avait prédit de manière tout à fait correcte et précise Hubbert, donc l'ingénieur qui a découvert ce mécanisme, qui est qu'une fois que vous avez touché le pic de production, cette production baisse extrêmement rapidement après. Et Hubbert, qui avait justement calculé ça pour le pic de 1971, qui se matérialise ensuite en 1973, il avait prévu à 1 an près que vous auriez un pic de la production conventionnelle aux États-Unis. On va dire le pic est à peu près en 1971. Vous avez d'ailleurs un rapport du Congrès en 1972 qui dit « Attention, les États-Unis ne sont plus en moyen d'augmenter leur production de pétrole en cas de choc ou s'il y a un problème d'approvisionnement quelconque à un moment ou à un autre. » Donc en 1972, on le sait, et en 1973, la mèche, la guerre du Kippour est allumée, et la bombe, qui est celle que les États-Unis ne peuvent plus augmenter leur production, elle explose. Mais la raison, c'est bien la baisse de production. Des États-Unis, et ça c'est très intéressant parce que 50 ans plus tard, on se retrouve dans une situation qui est paradoxalement similaire parce que après 2008, les États-Unis ont développé des nouvelles capacités de pétrole, les capacités non conventionnelles avec les gaz et pétrole de schiste, et en 2023, les États-Unis sont à nouveau les premiers producteurs de pétrole au monde. La question est donc de savoir, est-ce que vous avez un pic de Hubbert en cours, qui aurait déjà eu lieu il y a 1 an ou 2, qui ferait que les États-Unis ne pourraient plus produire tout ce qu'ils produisent aujourd'hui ? Là, la réponse est non. Le pic de Hubbert est probablement pas si loin, on est probablement à 4-5 ans d'un pic de Hubbert sur les pétroles de schiste, qui en plus sont des pétroles légers d'assez mauvaise qualité, avec des puits qui se déplètent très vite. Mais en tout cas, on n'y est pas encore. Et donc, il est absolument évident que d'un point de vue économique et financier, il y a une très grosse mèche qui a été allumée ce week-end, en tout cas, vous n'avez pas la même bombe que celle qui déclenche le choc pétrolier de 1973. Donc tous les gens qui font ce rapprochement, il faut être très prudent. C'est-à-dire, oui, c'est pas bête de faire ce rapprochement, mais les conditions ne sont pas les mêmes.
Les conditions sont pas les mêmes et rien n'indique qu'on va se prendre cette espèce de choc pétrolier survitaminé. Et j'ai presque envie de vous dire que c'est l'inverse qui risque bien plus probablement d'arriver. Pourquoi ? Parce que il n'y a pas de doute que nos systèmes économiques et financiers, en particulier financiers, souffrent atrocement en ce moment. Ils souffrent de la hausse des taux. J'ai répété dans le long, en large et en travers que nos systèmes économiques et financiers ne sont pas capables de tenir des hausses de taux qui sont celles qu'on voit en ce moment très longtemps. Et là, on arrive justement à une forme d'essoufflement. Là, vous avez des risques d'explosion très très forte au niveau financier parce que vous avez des milliers de milliards de dollars de pertes latentes liées à la hausse des taux, parce que vous savez, quand les taux montent, la valeur des actifs baisse. Et donc vous avez tout un tas de banques, d'organismes financiers qui pensaient être très très riches, avoir plein d'actifs, qui en fait le sont plus du tout, juste par la hausse des taux. Et ça veut dire que vous avez des pertes latentes absolument monstrueuses qui sont disséminées dans tout le système financier. Et du coup, ces pertes étant là, et causées, alors elles sont causées en soi par le fait qu'on a un système qui pourrit jusqu'à l'os, mais en tout cas, elles sont causées immédiatement par la hausse des taux actuels. Et du coup, soit vous acceptez de nettoyer, de faire le ménage, et ça fait très très mal, parce que c'est un truc qu'on aurait dû faire en 2008, et donc on commence à avoir 15 ans de retard sur le grand nettoyage, et peut-être même plus, parce qu'on aurait dû commencer à faire ça même dès 97-98, donc on a beaucoup de retard sur le grand nettoyage, donc forcément ça ferait très très mal, et nos autorités nous ont suffisamment convaincus qu'elles étaient absolument pas prêtes à ce genre de courage. Et donc, ce qui risque d'arriver, c'est pas du tout que vous ayez un pétrole qui se mette à exploser en forçant, parce que vous avez un pétrole qui est très très haut, ça oblige les banques centrales à maintenir des taux élevés, voire à les monter, parce que c'est très lié. Le dollar américain est un pétrodollar. Et donc, généralement, le pétrole monte, soit parce que vous avez un jeu d'offres et de demandes, soit parce que le dollar baisse. Et donc, c'est aussi, si vous voulez faire baisser les prix du pétrole, vous pouvez aussi faire monter le dollar, monter les taux. Et là, il risque de se passer plutôt exactement l'inverse. Il risque de se passer des baisses de taux radicales pour compenser les pertes financières. Et donc, on aurait bien, on pourrait, c'est quelque chose qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines, mais un événement comme la crise actuelle pourrait être utilisé, non pas pour faire exploser un choc pétrolier, mais à l'inverse, des baisses de taux massives et radicales qui, jusqu'à présent, n'étaient absolument pas aux agendas des banques centrales, mais les potentiels de pertes sont tellement énormes, et c'est à des niveaux, si vous voulez, qui dépassent très largement tout ce que vous pouvez imaginer, avec des hausses d'impôts, de taxes, et même en vous foutant à poil, en vous confisquant vos voitures, vos maisons, et tout ça. On est bien au-delà de tout ça. Et ça, il y a un moment, et il va bien falloir le gérer. Et donc, ce qui est pas du tout impossible, c'est que, non pas un choc pétrolier, mais un choc sur les taux, et un choc à la baisse, cette fois-ci, c'est peut-être ce qui a plus de chances d'arriver. Et donc on verra ça à suivre, et moi je vous dis à votre bonne fortune. Merci beaucoup Guy de Lafortelle, éditeur financier, fondateur de la lettre d'investissement L'investisseur sans costume.